Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Environ 100 000 diplômés qui sortent des universités privées et publiques du Bénin. Il n'est pas exagéré de les appeler des potentiels chômeurs. Victimes du dictat des gendarmes de l'économie mondiale, pour ne pas nommer les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, l'État béninois ne peut employer tous ces demandeurs d'emploi. Il lui faut alors définir des politiques d'auto-emploi et d'entrepreneuriat. Seulement, l'État peine à trouver les bonnes solutions pour cette jeunesse. L'entrepreneuriat au Bénin, quelle solution pour la jeunesse? C'est le thème de cet entretien qui reçoit pour vous Conrad Baguidi. Il est expert sur les questions d'entrepreneuriat, président de la fondation Conrad Baguidi. Conrad Baguidi, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous percevez l'entrepreneuriat au Bénin? Écoutez, merci de m'accueillir sur votre plateau. L'entrepreneuriat au Bénin, pour moi, c'est comme une nébuleuse. Nous avons depuis quelques années, on va dire maintenant 3 décennies, commencé à amorcer vraiment le développement de l'écosystème du privé. Et parce que c'est le moment qui était venu où ça devient difficile pour les personnes formées de trouver un emploi. Parce qu'avant ça, quand on sortait de l'université, parfois même de l'école secondaire, on voulait aller devenir fonctionnaire. Et donc on a compris que depuis maintenant 3 décennies, et encore plus fortement depuis 2 décennies, cet état de choses devient impossible. Et certaines personnes, certains de nos dirigeants ont pensé qu'il était bien d'impulser l'entrepreneuriat. Et donc qu'est-ce qu'on a commencé à voir? En fait, pas mal de jeunes entreprises en fait, qui se créent, des gens qui lancent leur business sans forcément avoir travaillé ce qu'on appelle le modèle économique. Donc du coup, nous avons aujourd'hui quelques-uns qui ont peut-être réussi à avoir une entreprise viable avec une personne ou deux, d'autres qui ont fermé, qui ont repris, qui ont refermé, et de très très rares qui ont pu changer d'échelle. Donc nous sommes dans un environnement dans lequel il y a des volontés, parce que le Béninois est volontaire. Nous sommes dans un environnement où il y a aussi des volontés du côté du pouvoir public, mais nous n'avons pas encore réussi à rattacher tout ça pour que ça puisse commencer à prendre vraiment de l'élan. Donc je pense que nous avons quelque chose qui est à structurer assez rapidement avant que ce ne soit trop tard. Alors, à vous entendre, on comprend aisément que les jeunes ont des difficultés à entreprendre. C'est quoi exactement le problème? Vous l'avez dit dans votre introduction, le nombre de personnes formées chaque année, qui en général sont de potentiels chômeurs, ou alors des conducteurs de Zémidjan, et j'en passe. Le problème n'est pas à un seul niveau. J'ai eu l'occasion de le dire à certaines conférences ou à d'autres entretiens, qu'il était important de se parler. Se parler, c'est ce que tout le monde dit, donc je n'innove pas. C'est-à-dire qu'à la fois qu'on forme des gens dont on a besoin, qu'on donne des compétences aux jeunes parce qu'on sait que les entreprises en ont besoin, ça c'est la première règle. Si nous formons des gens à savoir faire de beaux discours, ça va être difficile de les attendre sur le terrain pratique où ils sont en train de créer des produits ou fabriquer des choses. Voyez ? Donc nous devons trouver une adéquation entre les différentes institutions qui forment nos jeunes, que ce soit public ou privé, et justement le besoin du marché pour que ces jeunes aient une continuité normale à la sortie d'école pour pouvoir trouver ou bien un emploi ou alors savoir qu'ils peuvent apporter des services aux entreprises en créant la leur. Donc ça, c'est vraiment le premier postulat. Mais il y en a un deuxième, parce que vous savez qu'il y a des initiatives qui naissent tous les jours, des gens qui ont envie d'impulser l'entrepreneuriat au Bénin, qui font des choses, qui lancent des initiatives. Mais ces initiatives ne sont pas toujours accompagnées. J'en veux pour preuve, voilà, ça fait 2 éditions que nous avons faites d'un concept que vous avez connu qui s'appelle la Boss Academy, mais nous sommes que du privé, nous apportons quelque chose, on va dire, au niveau de nos jeunes frères, etc. Je pense que ce n'est plus à prouver que cette expérience a donné ses preuves. En tout cas, voilà, vous allez revenir. Donc, je pense qu'il y a une certaine implication ou une organisation en fait, des différentes initiatives susceptibles d'améliorer l'écosystème d'entrepreneuriat qui permettrait cela. Ça, c'est le deuxième postulat. Après, j'en ai un troisième. Le troisième, c'est le cadre dans lequel on fait tout ça.
Voyez-vous, lorsque, il y a quelques années, je pense qu'il y a une dizaine d'années maintenant, que la notion de l'entreprenant a été lancée, discutée auprès des différents pays de l'UEMOA pour sortir le statut de l'entreprenant, il a été constaté que beaucoup de gens ont envie de faire des choses, beaucoup de gens ont envie d'entreprendre, mais très rapidement, ils ont aussi envie de rester dans l'informel. Voyez. Mais si le fait de quitter l'informel, c'est de mettre en risque l'initiative qu'on vient de lancer, ça n'encourage pas les gens. Donc vous voyez, il y a aussi cette logique-là, cette dimension à travailler pour que quelque part l'entrepreneuriat devienne quelque chose de possible. Après, le reste, on pourra en parler. Oui, vous avez énuméré un certain nombre de difficultés, mais il y a une difficulté dont on entend parler souvent, le financement. Est-ce que c'est un réel problème? Alors c'est ça justement le point que j'allais évoquer après. Le financement ne peut être un problème. Il faut d'abord avoir l'idée. Moi je dis toujours, il faut pas se bloquer par le financement, bien que ça puisse devenir un problème plus tard, mais au moins ça va être un problème qui pourra être traité. Pourquoi? Parce qu'avant de s'embêter, avant de s'enquiquiner sur le financement, il faut être sûr de son modèle. Il faut être sûr qu'on a construit quelque chose qui est rentable, avec les bases minimales qu'il faut mettre en place, à savoir, j'ai un produit, c'est un produit innovant, c'est un produit intéressant, c'est un produit qui répond à un besoin. Je dis produit, mais c'est pareil pour un service. D'accord? Il répond vraiment à un besoin, j'ai identifié ma cible, et je peux apporter mon service ou mon produit, et je sais qu'il va être vendu. Et d'ailleurs, même je le teste. D'accord? Ça, c'est fondamental. Quand je n'ai pas un produit, je ne peux pas, ou en tout cas au moins un prototype, je ne peux pas commencer à me casser la tête sur le financement. Bien sûr qu'il faut y réfléchir. Après, il faut que je sache vraiment le vendre, ce produit-là. Ça veut dire que je sais en vanter les mérites, je connais ses caractéristiques vraiment, ou alors quelqu'un m'accompagne pour savoir en parler. Et quand j'ai ces deux éléments-là, oui, je peux commencer à lancer quelque chose avec mes capacités. Mais si on met devant la question du financement, en général, on passe à côté de l'essentiel. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un entraînement. Vous savez? Donc moi je dis qu'il vaut mieux dans notre société ici, dans laquelle, on va dire, les entreprises ne sont pas forcément de très grosses entreprises et le marché non plus n'est pas très grand, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et quand on a essayé de faire quelque chose et qu'on ne sait pas tromper, je vous assure que le financement devient beaucoup plus aisé. Donc là, on peut parler à la fois d'un emprunt, on peut parler d'un financement d'un partenaire, ou bien on peut parler d'élargissement de capital, on peut parler d'equity. Voilà, donc il y a plusieurs dispositifs qui existent, mais qui ne peuvent s'activer que lorsque le modèle économique, il existe, il est réel et il est viable. Alors, quelle est la part de responsabilité de l'État? Puisque nous avons évoqué un certain nombre de problèmes, mais on n'a pas parlé de l'État. L'État, quand même, doit pouvoir faire quelque chose pour ces jeunes. Alors, moi, oui, on a parlé un peu de l'État, c'est vrai, mais pas en termes de responsabilité, d'accord? Parce que je pense que la responsabilité, elle est partagée. Nous avons tous la responsabilité, à la fois nous qui sommes des acteurs du monde de l'économie privée, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, à la fois nos institutions qui forment la jeunesse, à la fois, effectivement, l'État. L'État dans le sens où il doit apporter un cadre, il doit s'intéresser aux initiatives, il doit même poser les règles dans lesquelles on forme les gens, etc. Donc, les différents diplômes. Vous savez, on a l'habitude de former des gens qui ne savent pas faire. Il faut former à savoir-faire. Former à savoir-faire relève d'adéquation entre l'aptitude de la personne avec un produit à la fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Il faut que ce soit concret. Les théories, on n'en a plus besoin pour développer le pays, ça suffit. Beaucoup de gens connaissent la théorie. Après la théorie, il faut passer à la pratique. Donc, pour moi, si l'État peut accompagner, pousser les choses dans ce sens-là, oui, ça peut être intéressant. Donc, je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça, cette responsabilité-là. Il suffit de l'observer. La solution n'est pas de dire, voilà, nous avons 2 milliards de la Banque mondiale ou bien tel autre milliard des institutions du Bretton Woods, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure. Non, c'est vraiment de descendre sur le terrain et de voir ce qui marche, de voir ce qui réussit sur le terrain pour voir comment accompagner, mais bout par bout, etc., pour que ce soit des modèles viables et durables. Voilà. Vous aviez affirmé dans les colonnes d'un quotidien béninois, Matin Libre, le 12 août 2016, je cite, « La jeunesse constitue pour nous un véritable levier de développement.
Conrad Bagdi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce levier nous amène au développement? Je vais parler des solutions, puisque nous avons énuméré beaucoup de problèmes tout à l'heure. D'abord, les solutions par rapport au financement. Alors, le levier de développement que représente la jeunesse, il reste, effectivement. Je ne me souvenais pas j'ai affirmé beaucoup de choses. Bon, en général, j'essaie de rester cohérent. Je pense que les leviers ne sont pas que des leviers de financement. La jeunesse en elle-même, c'est l'avenir, qu'on le veuille ou non. Mais c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Parce que c'est 75% de nos jeunes qui ont moins de 30 ans. Donc c'est quand même énorme comme taux. Donc on ne peut même plus parler du futur. C'est aujourd'hui même que ça se passe. Alors, la jeunesse elle-même représente un levier pour le développement. Maintenant, tous les outils qu'on va pouvoir lui apporter ou qu'on va lui permettre, auxquels on va lui permettre d'accéder, seraient également des leviers de développement. Je veux citer par exemple le numérique. Je veux citer par exemple la production agricole. Je veux citer la formation. Il y a différents domaines dans lesquels on doit les accompagner avant de parler du financement. Mais vous savez, au Bénin, on a un problème. Et je pense que c'est assez prononcé au Bénin. Et ça, c'est une forme de financement, je tiens à le dire. Les entreprises qui naissent au Bénin, pour la plupart, sont de toutes petites entreprises, voire des micro-entreprises, en gros, qui sont réduites à la personne. Après, au bout d'un an, ça peut passer à 2, c'est très lent en plus, parce que les affaires, il paraît, ne tournent pas. Bon, ça, voilà, pour certains, d'accord ? Non, mais en même temps, c'est normal. Quand j'ai un produit pour lequel c'est moi-même qui fais la fabrication, c'est moi-même qui fais le marketing, c'est moi-même qui fais le commercial, c'est moi-même qui fais la comptabilité, c'est moi-même qui fais je ne sais pas quoi, et la logistique, ben, excusez-moi, mais je n'ai pas forcément toutes les compétences pour faire tout ça. Un problème de professionnalisation, en fait. Alors, de professionnalisation, on va dire... Oui, c'est davantage de la professionnalisation. Et de normalisation aussi, parce que... Alors, la normalisation va venir après. Je veux déjà dire que lorsque c'est une toute petite entreprise, oui, où il y a toutes les compétences qui sont concentrées dans une seule main, en général, le produit qui en sort, il est relatif. D'accord ? Il n'est pas forcément, n'a pas toutes les chances d'être très performant. Et donc, pour qu'il soit performant, il faudrait accepter d'avoir une capacité, une surface financière plus importante. Et donc, pour pouvoir adresser et faire venir d'autres compétences, c'est-à-dire en matière de gestion, en matière commerciale. Et donc, ce qui est le plus simple, c'est l'actionnariat. Mais je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs au Bénin qui acceptent de travailler avec 1, 2, 3 autres personnes. C'est difficile d'ouvrir son capital, son petit capital de 500 000. Je comprends, hein, on aime bien avoir la chasse gardée, mais c'est bien de dire, voilà, celui-là, tel qu'il parle de mon affaire, je crois en lui, il veut investir chez moi, il ramène 3 millions, je l'accepte et j'ouvre le capital. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est une forme de financement. Et ce que moi, j'essaie de prôner, c'est aussi de voir dans son domaine, si par exemple, je suis dans le domaine de l'agriculture et que je connais quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là, moi, je suis jeune, je vais le voir en disant, voilà, moi, j'ai un modèle qui marche. Évidemment, il y a tout le système de protection qui peut exister. Ça, il suffit d'aller à l'ONAPI, on accompagne la jeunesse là-dessus, en tout cas, toute personne qui veut protéger son idée. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi dans le domaine, acceptez qu'il devienne votre tuteur, qu'il devienne votre mentor et qu'il vous accompagne. Évidemment, si vous trouvez les accointances nécessaires. Et là, cette personne peut apporter non seulement du capital, mais également de l'investissement et du mentoring, c'est-à-dire donc être tuteur, dire voilà, ne va pas à tel endroit, va plutôt ici, et là ça va accélérer le processus de Vous pensez qu'il y a de ces mécènes là au Bénin? Alors, ce n'est même pas des mécènes, puisqu'ils investissent, il faut qu'ils gagnent de l'argent. C'est ça aussi qu'il faut accepter. Oui, donc, si le capital est de 10 millions, ils en mettent 7 millions, il faut accepter qu'ils aient de quoi récupérer leur argent. Donc, il faut que ce soit rémunéré. Il faut rassurer les jeunes qu'il y a des tuteurs quand même qui peuvent les prendre en charge et si éventuellement ils sont sur le bon chemin, c'est ça? Ben, bien sûr, moi je pense qu'il y a des tuteurs, il en existe, moi j'en connais. Je souhaiterais même d'ailleurs qu'ils soient plus nombreux pour qu'on puisse s'afficher en disant, voilà, il n'y a pas que Conrad Bagdi, on est plusieurs à pouvoir accompagner des entreprises dans lesquelles nous croyons. Donc ça, c'est aussi une autre forme de financement donc de l'activité. Avant d'aller à la banque, parce que la banque, lorsque vous allez à la banque avec votre affaire, elle va chercher à se rassurer. Il n'y a aucune banque qui va chercher à miser dans votre affaire parce que votre tête lui plaît. Aucune. Elle va regarder quels sont les risques.
C'est d'abord la première chose. Mais les risques, mais vous êtes seul. Ah bon, vous avez démarré quand il y a un mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Ah oui, mais vous êtes encore trop fragile, on ne peut pas vous passer de l'argent. Mais vous êtes venu avec quelqu'un d'autre, un associé, qui lui a fait 20 ans de je ne sais pas quoi, qui connaît bien le secteur, qui donne son kit, etc. C'est beaucoup plus facile. Et on va vous dire, mais, ok, dans ce cas-là, ben, on y va, on va vous accompagner. Et donc, on va peut-être commencer à vous ouvrir une ligne de crédit, puis après vous faire un prêt, etc. Ça va devenir possible. Donc, il y a pas mal de dispositifs qui existent avant même qu'on ne s'adresse à la banque. Et d'ailleurs, même, c'est même pas la banque qui est la plus intéressante en termes de coût de l'argent. Est-ce qu'il est déjà arrivé où vous avez pris un jeune entrepreneur sous vos ailes et ça a marché? Alors, je l'ai fait sans investir parce que, comme je vous ai dit, les jeunes, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Mais comme moi, j'ai déjà l'habitude d'aider des dizaines et des dizaines de jeunes, peut-être même, je peux me permettre des centaines au Bénin, je peux les laisser en fait voir que ce qui m'intéresse, c'est de les voir émerger et pas d'aller gagner de l'argent avec eux. Donc ici au Bénin, non. Ailleurs, oui. Je l'ai déjà fait et ça a déjà marché. Mais je vous ai dit, au Bénin, on a une autre spécificité qu'il faut continuer à accompagner. Quand nous parlons de formation, ça c'est aussi un module qu'il faut prévoir dans les formations des jeunes si on veut les emmener à l'entrepreneuriat. Et parlons rapidement de formation, puisqu'on a l'impression qu'il y a une inadéquation entre la formation, la disponibilité des curricula sur le terrain et l'entrepreneuriat. Et ça, je le disais tout à l'heure, donc je vais juste rapidement l'approfondir. Bien sûr. C'est que les formations doivent être pratiques. Il faut faire en sorte que les gens, quand on les forme, dès la 2e année, qu'ils puissent aller en entreprise, qu'ils puissent faire des choses concrètement pendant 3 mois ou 6 mois. Il faut créer l'alternance pour que les gens puissent étudier un peu, qu'ils aillent travailler un peu dans les entreprises. Donc cette proposition, je l'ai déjà faite à certains responsables au niveau de la Chambre de commerce, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu l'opportunité de creuser. Mais ça se fait par ailleurs, on l'a déjà expérimenté. Moi, j'accueille des alternants régulièrement dans mes entreprises, dans d'autres pays. Nous allons être pratiques en 2 mots. Donnez-moi quelques étapes que quelqu'un qui a envie d'entreprendre doit franchir. C'est-à-dire, première étape, idée, deuxième étape, aller voir un aîné, ainsi de suite. Écoutez, vous avez commencé par la première étape. Ça, c'est vrai. Il faut avoir une idée. On ne peut pas se lever pour créer une entreprise si on n'a pas d'idée. C'est fondamental. Mais moi, je dirais qu'il y a une deuxième étape qu'on ne va pas vous citer souvent. Il faut le sentir dans le ventre. Ce n'est pas parce qu'on a une idée qu'on peut créer. Il faut le sentir dans le ventre. C'est-à-dire, il faut se coucher la nuit et tourner dans son lit en pensant à l'idée. La conviction est la mère de toute réussite. C'est fondamental. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se prépare. Une fois qu'on a l'idée, on va se dire, bah, tiens, comment il peut se faire de manière concrète? Et on va commencer on va choisir d'en parler à 2-3 amis, des gens proches, pour voir un peu quel serait leur ressenti. Et ça nous permet de nous projeter en fait sur quelle peut être la réalité de cette idée-là. Dès lors qu'on sent que ça commence à prendre, on va vérifier maintenant la véracité par rapport à son environnement. Où est-ce que je peux apporter cette idée-là? Et est-ce que cette idée-là répond à une problématique? Donc ça, c'est la 3e étape. Il faut s'assurer que ça correspond à un besoin. Mais parfois, on peut observer différemment. Quelqu'un qui a l'expérience de l'entrepreneuriat, il peut commencer par le 3. C'est-à-dire, il identifie un problème et il cherche à en apporter une solution. Et donc, l'idée naît de la solution. Donc, vous voyez, la première étape devient la 2e. Alors que le fait au départ, vous avez l'idée, ça marche, ou bien il y a un problème, vous cherchez une idée pour répondre à ce problème-là. Dans tous les cas, quel que soit le chemin que vous avez pris, il faut arriver maintenant à sentir l'idée sur le terrain, identifier la cible. Quel peut être mon marché? Où est-ce que je peux vendre ça? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce qu'il y a des concurrents? Et là, on commence à se poser des questions du business plan. On doit forcément arriver donc à un business plan avec éventuellement quelque chose de synthétique au départ, mais vraiment une réalité sur combien je peux vendre, où, à combien, quelle marge, avec quelle personne, dans quelles conditions, avec quel processus, etc. Et là, il y a besoin d'un peu de formation quand même sur comment construire son business plan. Et donc après ça, on peut démarrer l'entreprise parce qu'on a des actionnaires ou bien parce qu'on a réuni un petit budget, etc., avec prudence. Nous avons quelques minutes pour finir et nous allons rapidement parler. Vous avez été, de vos projets plutôt, vous avez été initiateur de quelques projets. Je cite par exemple Boss Academy. Les jeunes que vous avez sélectionnés, que vous avez suivis, sont devenus quoi? 2 éditions de la Boss Academy, 2013, 2015, 2017, on n'a pas pu le faire. Oui, on a dans chaque session eu 700 jeunes qui se sont inscrits, donc ça fait 1400 au total. 10 jeunes qui ont été accompagnés, à chaque fois ça fait 20 au total. Et nous avons à peu près 80% qui ont créé leur entreprise. Et certains, 2 ou 3 parmi eux, ont créé 2 entreprises. Donc c'est pour dire qu'ils en sont où? Ben oui, ils en sont dans leurs entreprises aujourd'hui. Et puis deuxièmement, on les a accompagnés. Donc pendant
plus d'1 an, voire 1 an et demi. J'en ai même vu encore un à Dassa hier, pour dire que ça marche bien pour lui. Donc ça va. Mais la réalité, c'est qu'il faudra aussi, la réalité qu'ils vont avoir là, maintenant, ou dans les mois qui viennent, pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est que concrètement, ils vont devoir changer d'échelle pour essayer de grandir, pour essayer de s'enrichir un peu plus. Et là, la question que vous posiez sur le financement va être, on va dire, sur le terrain. Ils vont devoir traiter avec cela. Parce que quand on a appris à faire des choses, on cherche à grandir, on commence à être connu. Donc il faut pouvoir saisir les opportunités nouvelles qui arrivent sur le terrain pour élargir son offre. Et là, il faut pouvoir trouver des financements. Donc, je vous souviens qu'il y a aussi d'autres jeunes au Bénin ici qui auraient bien aimé être aidés. Et donc, on attend toujours les autres éditions ou d'autres éditions de Boss Academy. Et pour finir, nous allons rapidement parler de la fondation Conrad Baguedi qui a créé à Savalou un centre d'entrepreneuriat et de numérique. Ce centre, ça sert à quoi? Quel est son rôle? Et quel est le profil pour participer à vos formations? Moi, je pense que l'expérience de l'entrepreneuriat au Bénin doit être de plus en plus pragmatique. À savoir, pragmatique et en même temps performante. Pragmatique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise sans le numérique. Donc, l'agriculteur dans son coin doit savoir comment ça se pratique ailleurs d'entretenir son terrain pour avoir une tomate bio ou en tout cas une tomate qui sorte d'un environnement sain. Ça se passe sur Internet. L'artisan qui est en train de faire son produit dans son coin peut aussi aller chercher des informations pour voir comment ça se fait ailleurs, pour essayer d'innover. Ça se passe sur Internet. L'hôtellerie, etc. Toutes les activités aujourd'hui ont de la correspondance sur Internet. Il faut aller s'informer et aussi gérer son entreprise. Donc le numérique est fondamental. C'est pour ça que nous avons pensé que l'entrepreneuriat et le numérique sont deux thématiques qui doivent se rapprocher très fermement. Le modèle que nous avons au Centre de l'entrepreneuriat et du numérique de Savalou, c'est un modèle qui est ancré dans l'environnement, qui est donc pour la communauté. Donc les gens viennent comme s'ils étaient chez eux, ils se sentent bien et du coup la formation se passe de manière plus naturelle. De quoi il s'agira comme formation? Il s'agira simplement d'abord d'initier les gens à l'outil informatique. Moi, j'ai déjà vu des gens que j'ai reçus en entretien qui me disent qu'ils sont sortis d'école Bac+4, mais ils ne savent pas taper sur l'ordinateur. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible aujourd'hui en plein 21e siècle. Donc il y a une phase d'initiation que nous avons mise en place, puis après derrière on donne l'opportunité aux gens qui sont vraiment très intéressés par le numérique de pouvoir faire des applications, de pouvoir développer des applications. Et à d'autres qui sont intéressés par l'entrepreneuriat à pouvoir aller dans un autre espace que nous avons prévu à cet effet pour pouvoir par exemple profiter de tout ce qu'on a pu développer dans la Boss Academy, avoir des interlocuteurs, des experts qui passent pour leur parler de l'entrepreneuriat, etc. pour que peu à peu, on puisse rentrer dans une phase de mobilisation sur projet et les aider à sortir leur entreprise. Ce modèle-là, il a intéressé la ministre de l'économie numérique et de la communication, qui est venue voir, qui nous a encouragés. Ça intéresse pas mal de gens, y compris à l'étranger, qui nous disent en fait, nous on avait pensé à des Fab Labs classiques pour pouvoir développer. Vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est du réel, ça correspond à votre environnement et c'est bien, continuez ainsi. Nous allons juste dire un mot. Quand est-ce que vous allez amener vos projets dans une autre commune du Bénin autre que Savalou? Vous savez que on a pratiquement fini. La Fondation fait beaucoup de choses, donc on va voir déjà ce que va donner cette expérience-là, mais nous avons prévu de travailler, d'échanger avec la ministre sur ces éléments, donc je lui laisse la main pour l'instant pour qu'on puisse, au moment venu, lancer les hostilités. Donc pour l'instant, on est en train d'expérimenter Savalou, et très vite, on va continuer avec la ministre. Merci Conrad Baguedi. Merci à vous aussi, et puis pour la Boss Academy, j'ai lancé l'appel au président de la République, parce que la balle est désormais dans son camp pour nous aider à lancer la 3e édition. Merci Conrad Baguedi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous avons reçu pour vous Conrad Baguedi. Il est expert sur les questions d'entrepreneuriat et président de la Fondation Conrad Baguedi. Avec lui, nous avons parlé du financement et de l'entrepreneuriat au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retenez cette pensée, la conviction est la mère de toute réussite. Merci et prenez rendez-vous pour la prochaine fois. Bye bye.